Mesdames et messieurs, bonjour. Téléhandicap est la voix réelle des sans-voix. Notre programmation est concentrée spécifiquement sur tout handicap confondu, non seulement chez nous au Québec, mais partout ailleurs. Nous sommes aujourd'hui avec la belle région bas-laurentienne et surtout la ville de Rimouski comme capitale régionale pour parler, comme d'habitude, du handicap. Il me fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Mélanie Barcelou du regroupement des dynamiques de Rimouski. Bonjour Madame Barcelou. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien ici. Et vous? Ça va bien, tout va bien, la température est belle à Rimouski aujourd'hui? Très chaud. Ah, c'est bon Juin n'est pas signe, encore arrivé. Il fait très chaud. c'est très bien. Dites-moi, le regroupement des dynamiques de Rimouski ne désigne devant rien. D'après ce que j'ai appris, vous êtes doublement intégré dans la vie des personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel et même avec un trouble du spectre de l'autisme. Parlez-nous de vous et de votre regroupement, votre engagement dans ce regroupement pour mieux vous connaître. Dans le fond, notre organisme, on offre des activités de loisirs avec des personnes qui vivent avec un handicap que vous avez mentionné à l'instant. On fait des activités parfois à l'individuel, en une personne pour une personne. On fait aussi des activités de sous-groupe. On va dans des résidences faire des jeux à l'extérieur lorsqu'il y en a plusieurs. Puis on fait aussi des activités de grands groupes comme un party de Noël, une disco, une cabane à sucre, des activités à grande envergure comme celle-là. Et tout se passe à l'intérieur d'un regroupement qui est le vôtre et vous existez depuis combien de temps? Depuis 1987, le regroupement des dynamiques a commencé. Oh, c'est intéressant. Et ça a été animé, ça a été créé par un regroupement familial, par les autorités, par qui exactement? En 1987, le regroupement des dynamiques a été créé par des membres directement handicapés qui vivent avec un handicap physique. C'est eux qui ont créé le regroupement et au fil des ans, divers personnes avec d'autres handicaps se sont joints au regroupement là, pour faire créer toute la clientèle qu'on peut accueillir maintenant. Dites-moi, parlant de la clientèle, c'est un très bon départ. Vous savez que nous avons au Québec autour de 1,2 million personnes vivant avec un handicap, tout handicap confondu toujours. Ouais. Avez-vous des statistiques approximatives, pas pour le Québec, sur le nombre des personnes vivant avec un handicap dans votre région? Y Ah, a-t-il une statistique quelconque? il y en a peut-être, mais je suis peut-être juste pas au courant Oui. parce que c'est possible là, que ça soit répertorié là, auprès du gouvernement et tout ça, là, mais moi, personnellement, je m'occupe de ceux qui nous sont référés parfois par le CLSC, parfois par d'autres organismes. On a entre 150 et 170 membres ici, là. Ah. Donc, je ne sais pas, dans la région de Rimouski et les alentours, là, la quantité totale des personnes vivant avec un handicap. D'ailleurs, c'est une bonne moyenne. Si on parle, disons, au niveau de 170 personnes qui font partie intégrante de votre regroupement, les dynamiques de Rimouski, est-ce que pourriez-vous me donner une petite idée, combien y a-t-il au niveau du handicap physique, que handicap intellectuel, que le spectre de l'autisme? Est-ce que avez-vous une idée, par exemple, si on parle de handicap physique, des personnes vivant avec une paralysie cérébrale, sont-ils nombreuses, ces personnes-là? C'est quoi la moyenne approximativement? Je dirais qu'au sein de notre organisme, c'est un niveau très bas de notre population.
en raison que précédemment, on a eu une subvention pour justement pouvoir faire des activités de loisirs avec eux, mais cette subvention-là, elle a arrêté. Donc, par le fait même, ben, les frais ont été obligés d'augmenter pour faire des activités avec eux pour eux, parce que ben c'est ça, quand on n'a plus de subvention, ben faut à un moment donné pour faire des activités avoir quand même un coût demandé, là. Donc, depuis cette période-là, ben, les inscriptions sont beaucoup diminuées. OK. La quantité principale de personnes ici au Dynamique qui vivent avec un handicap est majoritairement avec une déficience intellectuelle. Est-ce que vous parlez des subventions, vous êtes lié, par exemple, à la subvention relative au PSOC? Vous faites partie de cette structure de subvention ou d'autres subventions, d'autres structures de gouvernement? Je crois qu'on a diverses Ah, vous structures avez divers. de subventions, là, mais c'est plus ma directrice qui s'occupe de ce volet là, de rechercher les sous là, pour les subventions. Moi, je suis pas très au courant là, exactement où. Je sais qu'on reçoit beaucoup d'aide de l'URLS, on reçoit beaucoup OK. d'aide de Centraide. Euh, c'est les principaux qui me viennent à l'esprit, là, mais c'est pas moi qui fais les demandes, là. Moi, Ah, je je suis sais, vraiment une je sais. chargée de projet. Je Mhm. m'occupe à trouver des activités innovantes pour eux, pour susciter l'intérêt envers nous, là, de venir se rejoindre en groupe, sortir de l'isolement. OK, OK. C'est intéressant quand même, vous êtes lié même avec Centraide. C'est une plateforme extrêmement importante chez nous et qui vous font confiance d'aller de l'avant avec vous. C'est un bon signe. Maintenant, si on va aller dans une autre forme de question qui relève des services. Si on parle, est-ce que les services relèvent toujours des besoins de la population? Ils sont doublement en état d'urgence pour les personnes handicapées. Avez-vous, par hasard, réussi à développer vous-même, par vous-même, des structures à court, moyen et long terme pour répondre à la demande? Et si oui, quels sont les services offerts à cette population? Est-ce que le service du transport adapté, les logements, les services thérapeutiques et d'autres, les décideurs sont-ils impliqués un petit peu dans ces démarches, à part certainement la population et surtout les parents qui sont toujours le soleil des membres? Est-ce que les décideurs vous donnent un coup de main pour vous aider à traverser cette étape au niveau des services? Oui, ben dans le fond, nous, on fait un calendrier qui est 3 fois par année, une saison automnale, une saison hivernale et une saison estivale pour l'été. Justement, notre calendrier commence le mois prochain. Donc, dans notre calendrier, on a une fréquence d'environ une semaine sur deux des activités pour la clientèle vivant avec une déficience physique. On a une activité une semaine sur deux pour la clientèle réservée 18-35 ans parce qu'ils n'ont souvent pas les mêmes intérêts que les personnes plus âgées. Puis, on essaie d'aller chercher beaucoup cette clientèle-là. Comme vous savez, la population est vieillissante, mais elle est vieillissante aussi Oui, auprès des oui. organismes. Donc, on essaie beaucoup d'aller innover puis d'aller chercher leur intérêt pour justement porter cette clientèle-là. Nous, on est aidé aussi par pardon, Oui. les ambassadeurs de TELUS. On a été Oui. choisi l'organisme communautaire cette année. Donc, les ambassadeurs TELUS nous offrent aussi une main-d'œuvre de bénévoles pour justement nous aider lors des activités. On reçoit beaucoup d'aide, mais c'est jamais trop, hein, étant Oui, donné un oui. organisme communautaire. C'est passé, là, oui. Vous avez Le raison. transport en commun est un très grand défi. Donc, depuis la COVID, on a pris la décision de s'acheter un minibus pour justement aider le déplacement des personnes handicapées. Évidemment, c'est un minibus qui il n'est pas adapté pour déplacer des personnes en fauteuil roulant, malheureusement, mais c'est quand même un bon début, là. On fait déplacer les personnes en fauteuil roulant par le transport adapté, puis nous, ben, on essaie
de palier là, avec le minibus pour les gens avec une mobilité plus accessible. C'est très intéressant surtout de nous parler de transport adapté et de cette implication de TELUS, de Centraide, tout ça. Mais la question qui tue, comme disait l'autre, quelles ont été les conséquences de la COVID? Vous venez de parler de la COVID et les résultats du confinement. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous, dans votre région, durant ces 2 années, 3 ans même consécutives du confinement? Ben, premièrement, il y a des résidences qui ont, tu sais, qui ont des personnes auprès d'eux là, à leur charge qui se sont mis à avoir peur de faire des sorties. Hein? Comme tout le monde était confiné à la maison, ben, c'est la même chose pour eux. Quand les activités ont repris, ça a été très anxiogène pour eux de laisser Eh repartir oui, leurs gens avec des risques d'infection encore présents. L'isolement a beaucoup joué. Le déconditionnement, autant physique que mental, que ces personnes-là ont vécu durant le confinement. oui. Euh, Quand on a repris les activités, on a pu constater là, une régression de certaines manifestations de chacun. L'isolement a vraiment atteint beaucoup ces gens-là. Même, il y a des résidences qui ne pouvaient même pas recevoir la famille de ces gens-là. Euh, un bénéficiaire pouvait avoir plusieurs mois sans voir leur maman, exemple. Là. Oui, 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 oui. Donc, ouais, la COVID a beaucoup joué sur le conditionnement des gens, puis sur la moralité. Mais pour ce qui est de la reprise des activités, ben tout s'est fait, tout a repris son cours là, petit à petit. On est encore en adaptation, la difficulté de recevoir des subventions. On a beaucoup de difficultés aussi à retrouver de la main-d'œuvre. Je pense à Annie là, qui a publié plusieurs offres d'emploi pour rechercher des employés, puis qu'on recevait très peu de CV là, afin de rencontrer des gens. Donc, la reprise des activités a été difficile, mais on est confiant, on essaie d'aller avec le renouveau beaucoup pour maximiser les opportunités là, de tout ça. C'est le problème partout au Québec après cette fâcheuse pandémie qui est la COVID au niveau des employés. Maintenant, je vais aller dans une autre idée qui relève de l'engagement humain, que ce soit employé ou autre, mais je veux parler des bénévoles. Avez-vous beaucoup de bénévoles qui seraient prêts d'aller de l'avant avec vous dans différentes activités pour votre population handicapée, mais afin de donner surtout du répit aux parents qui vivent en général une vulnérabilité avancée et souvent une certaine pauvreté confirmée. Est-ce que avez-vous cet engouement au niveau du bénévolat pour donner un coup de pouce ou une respiration aux parents dans votre région? Ben, notre organisme offre des activités de loisirs aux personnes handicapées. C'est Oui. sûr qu'en offrant des activités de loisirs aux personnes handicapées, par la bande, ça offre du répit aux parents. Je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. Pour Oui. ce qui est des bénévoles au sein de notre organisme, on a quand même nos gens qui sont réguliers. On a une certaine quantité de bénévoles. Puis, avec l'aide nouvelle des ambassadeurs TELUS qui nous offrent beaucoup de bénévolat en main-d'œuvre, ça nous aide beaucoup aussi. Donc, c'est un phénomène qui existe automatiquement, Oui. étant donné que vous donnez des services aux membres vivant avec un handicap, c'est le répit qui va aller automatiquement aussi aux parents, Par la bande, oui. par le fait même. Exactement ça. Et ce que je trouve, c'est tout à fait normal, surtout dans les régions qui ne sont pas métropolitaines, par exemple. On sent cet engouement au niveau de donner pour donner sans recevoir. Ça, c'est un privilège chez nous, là, je pense. Là. Et Oui. vous le vivez à Rimouski. Oui, on le vit. On a des personnes retraitées qui s'offrent. On a même euh, parfois des plus jeunes. Je pense principalement à une personne de Centraide qui vient faire du bénévolat à l'occasion, puis elle apporte son enfant avec elle. Ah, Donc, ça l'inculque déjà à la jeunesse la possibilité de bénévolat, là, les bienfaits aussi. Là, est-ce
Est-ce que la jeunesse s'implique un petit peu plus, comme les personnes d'un certain âge, au niveau du bénévolat chez vous? Ben, c'est plus vu là, auprès des personnes retraitées, comme je vous mentionnais, parce que ils ont plus de temps libre, mais c'est occasionnel là, qu'il y a des gens de la classe plus ben, des personnes qui sont plus en âge de travailler, de Très aussi bien, parfois venir faire du bénévolat, ça arrive. très bien, très bien. Écoutez, Madame Barcelot, en terminant, pensez-vous que les personnes handicapées ont besoin de plus d'appui de la part des autorités pour leur donner une vie qui répondra au respect de la dignité humaine? Oui, effectivement, ça sera jamais trop. Ça sera jamais trop. Ils méritent tout ce qu'il y a de meilleur. C'est vrai, parce qu'ils sont des personnes semblables aux personnes valides Oui, c'est un et être humain comme une autre. parce que nous sommes nés égaux. Exactement. Et cet handicap est venu par le truchement de mille et une façons, et parfois on ne sait pas comment. C'est pour cela qu'il nous tend la main et pour nous dire, on a besoin, donnez-nous votre main pour aller de l'avant ensemble. Oui, l'entraide est ce qu'il y a de plus précieux pour eux. Pour prendre la deuxième partie de cette question qui est pour nous extrêmement importante, vous savez, il y a les personnes handicapées, mais il y a les parents aussi. Oui, Les parents qui vivent, comme je disais, une vulnérabilité vraiment accrue et avancée, surtout une pauvreté. Pensez-vous que les parents seraient d'accord de mettre la main dans la main de tous les autres parents ayant un enfant handicapé pour demander au gouvernement de voter un projet de loi, par exemple, pour rembourser une partie de leur vie, surtout les parents qui ont tout laissé pour rester à côté de leur enfant handicapé? Pensez-vous que ça serait nécessaire et une bonne idée d'aller au départ, auprès des gouvernements pour faire quelque chose auprès de ses parents à travers le Québec? ben, je pense que pour les personnes handicapées, il serait bon, parents, même si c'est pas des parents, de tous se joindre pour demander quelque chose pour les personnes handicapées. Oui, parce que les parents, ils ont tout lâché pour vivre avec son enfant. Ça Oui, veut dire, au lieu de payer dans les centres d'accueil, ainsi de suite, ces parents donnent leur vie à leurs enfants. Donc, ils oui, ont besoin aussi de vivre dignement dans la dignité. effectivement. C'est une surcharge émotionnelle, énergétique et aussi monétaire là, pour ces parents-là, c'est sûr. Exactement ça. Écoutez, c'était un grand plaisir, Madame Barcelou, de vous avoir aujourd'hui dans cette émission, surtout qui vient de votre région dynamique et votre regroupement dynamique déjà a une vision assez large pour aller de l'avant avec les personnes vivant avec un handicap. Et surtout, vous avez le nombre dense de 160 personnes en moyenne dont vous êtes responsable. Je vous félicite au nom du téléhandicap et soyez assurés que nous travaillerons tous pour de meilleurs lendemains aux personnes vivant avec un handicap au Québec. Et je vous remercie.